Le budget de la publicité est de 500 milliards de dollars. Les budgets d'armement sont de 1000 milliards de dollars. En 2050, à ce rythme, les 2/3 de la population mondiale seront affectés par une pénurie d'eau. 20% de la population du monde accapare 80% de la richesse. Toutes les 7 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim sur la planète. Dans les pays occidentaux, chez nous, tous les ans, chaque famille achète environ 3500 emballages, soit près de 10 par jour. La France détient le record du monde du plus gros consommateur de sacs plastiques. Il y a encore peu, les supermarchés ont distribué 18 milliards par an. On a déjà retrouvé une baleine morte en plein océan Atlantique. Elle avait 50 sacs plastiques coincés dans le gosier. Elle les avait pris pour des méduses. Si tout le monde vivait comme un Français, en 1960, une planète suffisait. En 1980, il en aurait fallu 2. En 2000, il en aurait fallu 3. Si tout le monde vivait aujourd'hui comme un Américain, il faudrait 6 planètes. C'est évident que ce type de croissance, qui est le modèle occidental, mais adapté par absolument tout le monde, y compris les Chinois, qui exige de passer au XXIe siècle par le XIXe, n'est pas viable. Qu'on a le feu aux fesses. Et là-dessus, tous les experts sont d'accord. Il nous reste quelques décennies pour pouvoir effectivement amorcer une transition. Sinon, eh bien, je dirais qu'on aura des lendemains particulièrement tristes. On dit que lorsque le Titanic a fait naufrage, malgré tout, ceux qui étaient en première classe ont eu plus de chances de s'en sortir dans les quelques canaux de sauvetage qu'on a pu débarquer. Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canaux de sauvetage. On va parler avec les gens. Est-ce que vous êtes content de ce monde d'économicisme, uniquement le pognon? Est-ce que vous êtes content avec ça pour vos enfants, pour vos personnes âgées? Est-ce que vous êtes content de ce truc-là? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On est là parce qu'il y a cette horrible chose qui s'appelle le circuit de Manicourt, qui symbolise vraiment toutes les horreurs de compétition, de brûler de maximum de pétrole, de vitesse, de je m'en foutisme pour la planète. Mais pourquoi les dire quand on tourne en rond? Alors il faut dire non. Bien sûr, c'est avec épisodique, mais il faut dire non. Dire en permanence non à ce qui montre une espèce d'infantilisme de la part de l'humanité actuellement la plus sûre d'elle-même, c'est-à-dire l'Occident. Et donc on est là parce qu'on a marché vers cette horreur depuis un mois, même moi depuis plus longtemps. Et bon, plutôt que de... je sais pas, là, on se rend compte maintenant qu'il y a quand même vraiment beaucoup de problèmes qui se posent avec ce pétrole, notamment, je sais pas moi, l'effet de serre, toute la pollution dans les villes, la pollution partout, là, les morts sur les routes, enfin, on peut faire de la liste est longue, destruction de tous les paysages. Et on continue de vanter ce truc-là dans des cirques d'horreur comme celui-là. Donc fallait venir, fallait le dire. L'immense majorité des représentés ne se sentent plus représentés par leurs représentants, même si c'est eux qui les choisissent. Et que donc on a un gros problème de la démocratie représentative parce qu'elle ne produit plus de l'avenir. Elle produit plus des impasses. Aujourd'hui, et c'est une caractéristique qui est probablement nouvelle pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons le sentiment, et même plus que le sentiment, la conviction que nous allons laisser à nos enfants, aux générations qui viennent, moins que ce que nous avons reçu. C'est ainsi qu'en une année, nous brûlons ce que la photosynthèse sur toute la planète produit en 100 000 ans. Ça concerne essentiellement les énergies fossiles, bien sûr. Et nous bénéficions d'une assistance technique massive des pays du Sud. Nous avons une aide, contrairement à l'idée reçue, ce ne sont pas les pays du Nord qui aident les pays du Sud,
mais ce sont les pays du Sud qui aident massivement les pays du Nord, puisque nous représentons moins de 20% de la population mondiale et nous consommons 86% des richesses naturelles. Alors deux solutions évidentes, ou bien tout pour nous, les riches, tant pis pour les autres. Bien sûr, on ne le dit pas parce que ce ne serait pas joli, mais au fond, c'est ce que nous admettons. L'autre solution, c'est que les plus exigeants deviennent moins exigeants. C'est-à-dire qu'il y ait parmi les populations occidentales un changement profond qui fasse qu'ils aillent rechercher de moins en moins leur bonheur dans la croissance. Ceux qui sont à pied et qui se font avec les gens, c'est un rendez-vous. Après, c'est à nous de décider à quelle heure on s'en va. On n'est pas... Sauf que, ouais, enfin, je vais tous vous apporter dans le camion, on va tous, ça peut être très cool. Il ne s'agit pas du colportage, d'une vérité ou quelque chose de ce genre. Parce que pour arriver à la décroissance, c'est une démarche extrêmement multiple, très diversifiée de toutes sortes, qui peut se faire que de manière participative, et donc avec les gens eux-mêmes. Et donc là, c'est cette démarche de discussion et de recherche de solutions avec tout le monde. Voilà. Il y a un moment dans ma vie où j'ai décidé de réaliser mes rêves. Donc voilà, j'ai commencé un peu comme ça, mettre mon piano, le rendre transportable, disons, et partir avec. Donc au niveau du fait d'être colporteur, ça fait partie d'une prise de conscience. C'est-à-dire que quand on commence à vouloir réaliser ses rêves, on est plus en contact avec les réalités, on est plus en contact avec les gens. On voit où sont les urgences, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire et qui ne sont pas faites. Qu'il y a de l'énergie pour le faire. On se rend compte en discutant avec les gens qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de réaliser, de s'éveiller, de prendre conscience des difficultés. Donc le piano, c'est un peu une excuse, en plus d'être pour moi un très grand plaisir, puisque c'est un travail, un mode de vie que j'aime, ça permet d'être en contact avec les gens. C'est pas comme si j'allais dans la rue en disant aux gens, voilà, je viens vous parler de la décroissance, s'il vous plaît, donnez-moi une minute ou deux. J'interromps le cours de leur vie, trépidante, avec le piano, et ceux qui ont donc la possibilité de s'arrêter, qui en sont capables, très souvent on peut engager des conversations. Et certaines personnes pensent que c'est revenir en arrière, alors que c'est pas du tout ça. La décroissance, c'est un processus qui va nous amener à avoir la possibilité de faire vivre tous les humains sur une planète, sans la détruire. C'est un processus. Le jour où on arrivera à ça, on sera dans une société meilleure. On ne dira pas, ça y est, on est dans la décroissance. Non. La décroissance, c'est à partir du moment où chacun met en œuvre différents moyens au niveau personnel, dans son mode de vie, le tri sélectif, la manière de manger surtout, la manière de consommer. À un niveau peut-être société, les associations, l'engagement politique, le lobbying, parce que le lobbying, c'est pas seulement des multinationales qui font du lobbying. Je pense qu'on peut faire du lobbying positif en disant je suis citoyen et je vais voir les politiques et je leur pose des questions. C'est une manière d'agir très efficace, je pense, et qui se développe. Aujourd'hui, on est sur une planète qui est finie, dont les ressources sont finies, et que si on veut continuer ce développement exponentiel, on va droit dans le mur. Donc on est sur une bicyclette, on a vers le mur, on peut encore tourner le guidon.
La première mesure que je prendrais, ça serait de mettre à la casse tous les sous-marins nucléaires ainsi que le porte-avions nucléaire français. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre des mesures fortes et je pense qu'il faut supprimer de manière radicale tout l'armement nucléaire avec les conséquences catastrophiques pour l'environnement, mais aussi pour les relations des peuples entre eux. Et donc c'est ça la première mesure que je prendrais. Mais les transports, les voitures, ça, ces après, choses... on continue. Non, après, c'est au fur et à mesure. J'ai parlé tout à l'heure de la remise en cause de l'avion et sa façon dont on construit des avions. Le privilège, la nécessité du transport collectif sur le transport individuel. Tout, ça fait partie aussi des cohérences. L'arrêt du programme autoroutier, l'arrêt de la centrale nucléaire de Perre, mais en même temps une autre façon de gérer l'eau. Parce que la question de la gestion de l'eau, le fait qu'on repasse en régie publique de l'eau, permet de diminuer déjà pour les consommateurs de 30% la facture, et ça permet aussi de changer aussi la logique d'utilisation et de faire payer véritablement les pollueurs de l'eau et aussi les utilisateurs industriels et de modifier la politique agricole. Donc voilà, ça fait partie de choses et on pourrait comme ça continuer dans tous les domaines. Je crois que ce qui est important pour un objecteur de croissance, c'est de ne pas en rester simplement à la dimension environnementale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une unité aujourd'hui entre une série de crises. Il y a d'un côté, je dirais, la crise environnementale, la crise sociale, la crise politique, la crise de la personne humaine. Et si on voulait finalement réduire ça, on pourrait dire que notre société, elle a complètement sombré dans la démesure. La race humaine semble tout à fait incapable de penser le long terme. Que si ça n'était que la politique, je dirais, bon, éventuellement, on a le temps. Il y aura énormément de souffrance. Il y aura énormément de souffrance à ne pas changer l'économie. Il y aura énormément de gens qui meurent de faim, qui meurent du sida, qui meurent en couche, etc. Mais avec la politique, on arrivera à terme. Mais avec l'écologie, je ne suis pas sûre. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est-à-dire que nous avons perdu le sens des limites. Un individu qui n'est plus capable de se donner des limites, il va les chercher dans le réel. Je dirais, tout parent sait ça par rapport à ses gamins. D'où le développement des conduites à risque, de la toxicomanie, du suicide. Et une société qui n'est pas capable de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. Réchauffement planétaire, épuisement des ressources, développement des inégalités. Il y a plein de gens qui sont vraiment dans la merde. Je pense sincèrement que c'est une petite partie de la population mondiale qui a encore le privilège de réfléchir là-dessus, de faire ce qu'on est en train de faire, de discuter de ça, de philosopher sur la croissance, la décroissance, mais qu'en fait, la majorité des personnes dans le monde est sérieusement dans la merde maintenant. Donc c'est pas une catastrophe qui est à venir, mais bien qui est déjà sur nous. L'être humain ne peut grandir en humanité, ne peut vivre de manière désirable, durable, avec lui-même et avec les autres, que s'il a cette capacité à se fixer un certain nombre de limites. C'est-à-dire avoir cette capacité, effectivement, je dirais tout simplement à concilier les contraintes environnementales avec notre désir de justice sociale et tout ça par un retour aux politiques. C'est-à-dire en faisant que notre dimension de citoyen l'emporte, je dirais, sur la dimension économique, de producteur ou de consommateur. Alors l'empreinte écologique, c'est un instrument qui mesure le poids de notre mode de vie, donc de notre façon de produire et de consommer, sur la planète. Donc la planète, elle est limitée, elle représente 51 milliards d'hectares, mais tous ces hectares ne sont pas également productifs. Le fond des océans ne peut guère servir qu'à mettre les déchets nucléaires. Le sommet des montagnes a jeté les canettes de bière des alpinistes. Donc, alors on a calculé par un certain nombre de coefficients que l'espace bioproductif disponible était de 12 milliards d'hectares. Comme nous sommes 6 milliards et demi, ça nous donne 1,8 hectare par personne, donc d'espace bioproductif soutenable. Et comme je l'ai dit, d'ores et déjà, nous consommons environ 2,3 hectares. Mais nous, Français, par exemple, nous consommons 5,8 hectares. Ça veut dire que si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait au minimum 3 planètes. Autrement dit, l'empreinte écologique des Burkinabés est d'environ 0,1 hectare, c'est-à-dire que si tout le monde vivait comme les Burkinabés, on aurait besoin d'un dixième de planète, et la planète pourrait supporter 23 milliards d'habitants. À l'inverse, si tout le monde consommait comme les Australiens, il faudrait éliminer les 9 dixièmes de la population mondiale, parce qu'au-delà de 600 millions, on serait obligé de fermer la porte. Alors, le capitalisme est un système qui repose, je dirais, de façon essentielle sur l'idée de croissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de capitalisme sans croissance. On aurait pu avoir
un socialisme, ce qu'on a appelé le socialisme, sans croissance. Donc, je dirais, il faut nécessairement sortir du capitalisme. Ce n'est pas qu'un simple problème économique, c'est avant tout un problème de croyance. Et pour engager cette décroissance économique, il faudra avant tout s'extraire de cette croyance, de cette idéologie qui traverse aujourd'hui notre société. Cependant, sortir du capitalisme, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on l'a vu effectivement avec les expériences du socialisme réellement existant, etc. Il faut développer en même temps une critique de toutes les formes de productivisme et aussi une critique du type de pouvoir qui existe dans la société. Mais bien évidemment qu'il faut sortir du capitalisme. C'est comme si on enfonçait une porte ouverte. Ça va de soi. Ça va de soi qu'il faut changer les rapports de production. Cela étant, qu'est-ce que ça veut dire sortir du capitalisme ? Nous venons précisément de sortir d'une expérience malheureuse de sortie du capitalisme. Ça a pris 70 ans. On s'est aperçu qu'on avait supprimé la propriété privée des moyens de production, mais on n'avait sûrement pas supprimé l'économie de croissance avec ses effets dramatiques sur l'environnement et même sur les inégalités sociales. Comment vivre avec les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quelque chose qui va plus loin que le capitalisme. Et en fait, le capitalisme, c'est pas que le mal absolu, c'est qu'il va en rajouter. C'est-à-dire que c'est pas le capitalisme qui a inventé la domination masculine, ni la question du racisme ou de l'ethnocentrisme, ni même notre problème à l'autre vis-à-vis de la solitude. C'est des trucs qui existaient, qui sont intrinsèquement humains. Le problème, c'est que le capitalisme, il les a complètement démultipliés. Disons, pour le dire dans les termes de mon ami Castoriadis, c'est sortir d'un imaginaire, mais c'est évidemment construire un autre imaginaire. Les alentours des grandes villes et les horreurs répétitives de la surconsommation, etc., il y a enlaidissement du monde, incontestablement. À partir du moment où il y a enlaidissement du monde, il y a réduction de l'être humain dans toutes ses dimensions. Et effectivement, en tout cas c'est mon point de vue, le propos d'une société ou d'une civilisation de décroissance est de retrouver les chemins de la perception et de la sensibilité qui vont faire que on est en lutte contre cette chose-là. Il y a, il faut bien dire, une faiblesse très forte dans la tradition marxiste et dans la tradition de la gauche en général de la réflexion sur l'écologie et sur l'insertion de l'homme dans la planète. Le matérialisme historique a été une sorte de volontarisme débridé, dans le prolongement d'une certaine pensée des Lumières, dans le prolongement de la pensée de Descartes qui pensait l'homme maître et dominateur de la nature, dans une certaine forme de refus de l'être et de la volonté d'artificialiser le monde. D'aller plus loin d'une critique capitaliste par la décroissance, mais d'autres gens l'ont fait, ou par l'écologie, on va carrément plus loin. Alors dire que c'est pas une critique du capitalisme, ça c'est une vraie connerie. Les libertaires par contre disent, et là à juste titre, que la décroissance ne critique pas forcément l'État. Sachant que l'État a aussi un lien avec le marché et le capitalisme. Et ça c'est vrai pour une partie des gens qui sont dans la décroissance, ils n'interrogent pas forcément de manière très radicale l'État, voire ils le prennent un peu pour argent comptant, etc. Et je pense que ça c'est un vrai souci et c'est une vision qui n'est absolument pas partagée par tout le monde. L'État doit être interrogé tout autant que le marché ou le capitalisme, parce qu'il a un rôle éminemment fort dans le monde dans lequel on a aujourd'hui. À mon avis, l'État est intrinsèquement totalitaire. Il n'y a pas des États totalitaires et des États démocratiques. Il y a des potentialités et on est déjà dans des versants totalitaires de notre État. Le système capitaliste est un système extraordinaire. Et je dirais que s'il meurt un jour de quelque chose, ça sera peut-être précisément d'avoir trop réussi. Je crois que le système capitaliste est parvenu à réveiller tous les fantasmes les plus archaïques que toute culture, quelle qu'elle soit, avait toujours pour fonction de canaliser. Le culte de la toute-puissance, l'idée d'un monde sans limite, peut-être le désir d'avoir un clone. C'est-à-dire que là où toutes les cultures avaient finalement mis des distinctions, par exemple entre les humains et les objets, entre les adultes et les enfants, eh bien notre société
c'est une société qui repose sur une sorte d'indifférenciation. Et finalement, je veux dire, on pose une sorte de principe d'équivalence qui est l'argent. Hein, tout se définit par l'argent. Et on n'est pas simplement dans la marchandisation. Bien sûr qu'il faut dénoncer la marchandisation, mais en réalité, on est même dans ce qu'on pourrait appeler la vénalisation. C'est-à-dire que le secteur marchand, la société marchande, elle avait toujours accepté dans ses marges, je dirais, une part de gratuité. Hein, que cette gratuité soit prise en charge par les religions ou qu'elle soit prise en charge par l'État. Or, aujourd'hui, notre société capitaliste en est arrivée à un tel point qu'elle refuse toute gratuité. Réduction de la surconsommation, de l'empreinte écologique, du gaspillage. Et alors je voudrais attirer l'attention aussi sur une réduction extrêmement importante, à mes yeux, c'est la réduction du temps de travail. Alors ça paraît un peu indécent, après une campagne électorale où la gauche n'a même pas réagi à ce qui était l'un des slogans porteurs de la droite, travailler plus pour gagner plus. Non seulement il s'agissait d'un piège, mais c'était même quelque chose d'un peu obscène. Donc on pense qu'à toute la souffrance qu'engendre la forme actuelle du travail salarié dans les sociétés modernes et dans la société française en particulier. En plus, on accuse souvent les partisans de la décroissance de ne pas s'occuper du problème du chômage. Je crois que la solution du problème du chômage passe d'abord par une réduction massive du temps de travail. C'est fondamental pour donner à tous le minimum de travail, puisque dans les sociétés modernes, en tout cas, les moyens de subsistance passent d'abord par là. Mais c'est encore plus important, je crois, pour redonner du loisir et retrouver les autres dimensions de la vie. Alors on a complètement écrasé, annihilé au moins 3 dimensions importantes. La vie contemplative, c'est-à-dire la part qu'on peut consacrer à la méditation, au jeu, aux rêves, pour les croyants à la prière, enfin bon. Et puis la vie politique, hein, la praxis, ce qui pour les sociétés anciennes était la dimension fondamentale de la vie, hein, être citoyen dans la cité, et ça suppose beaucoup de temps. Et puis la poésie, c'est-à-dire la transformation de la nature dans l'art, dans l'artisanat, se réaliser à travers quelque chose. Et il est certain que très peu, dans les conditions de la vie moderne, très peu peuvent se réaliser vraiment dans le travail. Le mouvement ouvrier, fin 19e siècle, il y a ce qu'on appelle la figure du sublime. Les sublimes, c'est ces ouvriers professionnels hautement qualifiés qui choisissent de ne travailler que ce qui est strictement nécessaire pour couvrir ce qu'ils estiment être les besoins indispensables. Et comme ils font la fête le dimanche, eh bien, ils pratiquent ce qu'ils appellent la Saint-Lundi, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bosser le lundi. Et je dirais qu'on a totalement perdu ces références. C'est-à-dire que nos formes de résistance à l'exploitation et à la domination, nos formes de résistance au capitalisme ont finalement entretenu le système. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux salariés qui revendiquent effectivement le SMIC à 1 500 € brut ou net tout de suite. Mais je dirais qu'être décroissant, c'est pas ça. Être décroissant, précisément, c'est vouloir sortir de cette logique. C'est se rendre compte qu'on est forcément dupe. C'est pas dans le toujours plus qu'on y arrivera. Parce que non seulement c'est complètement vain, parce qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie, mais qu'en même temps, on crée les conditions de notre propre aliénation. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine, dans ce moment-là, je dirais tout simplement, de la soumission volontaire. Arrêter de répéter, y compris parmi nous, d'employer des termes comme environnement. Pour moi, c'est un des termes les plus cons qui soient, tu vois. C'est un Indien des plaines qui dit environnement, c'est ce qui reste quand on a détruit la nature. Parfait, tu vois. Mais il a raison. Il a raison, tu vois. Comme si on était extérieur à la nature, bien sûr que non. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a autour de nous. C'est vrai qu'on s'est déconnecté. On passe les 3/4 de notre temps soit dans une voiture, soit dans une maison, ou quand on sort dans la nature, c'est sur des cheminements bien tracés. Et on met toujours des distances. Donc on se réapproprier notre place dans la nature et essayer de comprendre qu'on en fait partie et que non pas elle est là et que nous on est derrière. Les marxistes qui ont été par ailleurs aussi des grands propagandistes
de la théorie de l'évolution auraient dû le savoir, que nous ne sommes pas sortis de la cuisse de Jupiter, mais que nous sommes finalement les bonobos sont nos cousins. Il y a quand même des gens qui ont des responsabilités plus fortes que d'autres. Il y a des gens qui trouvent des intérêts immédiats très importants dans cette logique. Donc on ne peut pas dire, par exemple, que M. Leclerc, M. Édouard Leclerc, qui participe de manière très extrême au développement du système capitaliste, du système ultra-productiviste, ait la même responsabilité que la caissière qui va pâtir de cette folie, qui travaille dans son magasin. Mais en même temps, il est vrai aussi qu'une large partie de nos concitoyens, de toutes les classes moyennes, aujourd'hui, eh bien, se satisfont quelque part de cette logique, même s'ils en sont aussi les victimes. Même Engels disait que l'Angleterre avait réussi finalement à avoir non seulement une bourgeoisie bourgeoise et une aristocratie bourgeoise, mais même un prolétariat bourgeois. Bon, alors, dit autrement, ça veut dire nous sommes, et c'est encore plus vrai lorsque l'idéologie passe par la consommation réelle et journalière, nous sommes devenus des toxicodépendants de la croissance. Alors dans le problème de la drogue, il est double. Il y a les drogueurs et les drogués. Alors les drogueurs, c'est important. Il ne faut pas voir que, mais c'est très important. Bon, ils se sont réunis maintenant dans un grand lobby qui est le World Business Council for Sustainable Development, c'est-à-dire Conseil mondial pour le développement durable, qui regroupe tous les pollueurs de la planète. Vous avez Monsanto, Novartis, Nestlé, Total Felfina, Ronde Poulain, ils y sont tous. Bon, General Motors. Bon. Alors ça, évidemment, eux, ils se battront jusqu'au bout pour conserver leurs privilèges, leurs stock options, leurs avantages de toute nature, leur pouvoir. Bon. Mais il y a les drogués. Les drogués, eh bien, les drogués, ils ont la propriété d'entretenir le système, parce qu'ils vont continuer à fréquenter leurs dealers plutôt que d'entreprendre une cure de désintoxication. Les drogués, ce sont nous. C'est-à-dire la consommation, ce n'est qu'un problème d'état de manque. Quand on arrive à faire croire à une société qu'ils n'auront pas tous la PlayStation numéro 3 pour Noël, qu'on leur fait faire la queue devant des magasins, alors qu'on les a fabriqués pour ça, et qu'on crée un faux manque pour t'obliger les gens à faire la queue toute la nuit pour avoir la PlayStation Noël, ils sont forts. La consommation, c'est bien un problème d'angoisse. C'est pas l'objet en lui-même, parce qu'une fois que tu l'as, il faut que tu la fixes ailleurs. Mais c'est pareil dans l'anxiété. Moi, je dis souvent aux infirmières et tout, quand les gens sont très angoissés, ils nous fixent l'angoisse sur quelque chose. Mais si tu réponds à ce problème, ils la déplacent immédiatement. Ils te disent, et vous avez appelé l'ambulance? Ah oui, l'ambulance. Oui, on a appelé l'ambulance. Et vous... Donc, ils nous le déplacent sans arrêt. C'est pour ça qu'il faut travailler en amont. Parce que quand tu travailles sur les symptômes, tu t'y épuises. Donc, tu peux consommer tant que tu veux, tu ne vas pas créer et calmer ton angoisse, puisque c'est un piège. La publicité nous rend insatisfaits de ce que nous avons pour nous faire désirer ce que nous n'avons pas. C'est la plus grande entreprise de colonisation mentale. Et ça marche. C'est pour ça que c'est l'un des plus grands budgets, qui peut sembler un budget inutile, mais qui est absolument indispensable au système. L'obsolescence programmée, c'est la base matérielle qui assure le renouvellement de la consommation. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'il y ait le désir, il faut vraiment, en plus, que ça devienne une nécessité. Donc, nos appareils sont programmés pour une durée de vie limitée, toujours plus limitée. Et comme le système, malgré tout, produit des pièces dont il faut bien dire qu'elles sont souvent de très bonne qualité, eh bien, il faut vraiment introduire des éléments défectueux pour que nos ordinateurs tombent en panne, nos machines à laver, nos télévisions, nos autocuiseurs, etc. Et en plus, on a organisé une quasi-impossibilité de réparation. Et par conséquent, nous jetons des masses absolument fabuleuses. Et le troisième élément, c'est le crédit. Le crédit qui nous donne les moyens de nous endetter et de nous surendetter. C'est ainsi que nous avons en France donc dépassé nos records précédents. Très récemment, donc, on nous a annoncé que l'endettement des ménages français venait d'atteindre les 80% du revenu national. Autrement dit, nous vivons pratiquement avec ce que nous gagnerons l'année prochaine, mais nous avons encore beaucoup de retard pour rattraper nos amis américains qui, eux, vivent cette année avec ce qu'ils gagneront en 2010. Nous, on est confrontés à, par exemple, beaucoup de personnes qui nous disent « Je ne supporte plus ma vie, elle est insupportable, donc donnez-moi une pilule pour supporter l'insupportable. »
En clair, quand on regarde les consommations que l'on a en France en addictologie de produits qui sont destinés à supporter l'insupportable, alors la réponse médicale, c'est vous ne croyez pas que vous feriez mieux de changer quelque chose plutôt que d'essayer de supporter l'insupportable? Et là, on se rend compte qu'on est de nouveau sur des peurs du changement et que la réponse générale, c'est « je veux bien, mais ne touchez à rien ». Et là, c'est mal parti. Donc, c'est vrai qu'on est dans des dynamiques, vous ne supportez plus TF1 le soir, avec le Prozac, vous le supportez, c'est magnifique. Voilà. Donc, on se retrouve de nouveau dans des problématiques de peur. Or, la résistance au changement de l'être humain est exceptionnelle. Si je prends des exemples, je ne pense pas que quelqu'un soit bien dans un syndrome dépressif, par exemple. J'ai jamais eu cette impression. Ils m'ont jamais renvoyé ça et ils ne mettent pas des mots qui montrent qu'ils y sont bien dedans. Par contre, ils connaissent cet état. Et donc, toute tentative pour aller vers la vie, prendre un coup de flingue parce qu'on s'expose un petit peu, fait que tu retombes dans un état, pas parce que tu en as envie, mais parce que tu le connais. La voiture, c'est presque autant une arme de destruction massive que la télévision. Je pense que la télé est beaucoup plus pernicieuse parce qu'elle attaque à l'intérieur. La voiture, à la limite, il y a un truc un peu matériel, même si les gens sont complètement fascinés par la bagnole. On pourrait réalistement diviser par 10 le nombre de voitures en France sans aucun problème et on vivrait tous mieux. Donc c'est sûr que je refuse d'avoir une voiture, j'en aurais pas. Et que, je veux dire, cette question, elle mérite même pas vraiment d'être posée. Ça veut pas dire que j'en utilise jamais avec d'autres, hein, le covoiturage, etc. Ça peut être intéressant. Mais cette voiture, c'est une vraie connerie. De toute manière, en ville, tu l'as vu tout à l'heure, il y a des immenses embouteillages. Ben, on le voit d'ailleurs, le pont, il est plein de voitures. L'une des sources de l'insoutenabilité de notre système, c'est la place fondamentale de la voiture, hein, du moteur à explosion et dans la voiture, dans le moyen de transport, voiture, camion, etc. Il faudra reconvertir les usines automobiles qui ont été le fer de lance de la société de consommation pendant une cinquantaine d'années. Bon, et il se trouve, la nature fait bien les choses, puisqu'au fond, la même technologie nous permettrait de faire des appareils de micro-cogénération, hein, et d'équiper les immeubles, par exemple, en micro-cogénération. Lorsqu'il y a une vingtaine d'années, on disait que le développement n'était pas forcément durable, on passait pour des affreux jojo. Et on avait tendance à nous dire, mais vous racontez n'importe quoi. Donc qu'aujourd'hui le MEDEF, qu'aujourd'hui la droite ou la gauche productiviste, je dirais, disent il faut le développement durable, c'est l'aveu que tout développement n'est pas durable en soi. Et c'est finalement, oui d'accord, on a bousillé la planète, mais promis juré, on ne le fera plus. Mais je dirais, ce développement durable, en fait, ça risque d'être quoi? C'est comment polluer un peu moins pour pouvoir polluer plus longtemps. C'est-à-dire, si j'ai une voiture qui faisait 10 litres au 100 et que grâce au progrès de la technique, elle ne consomme plus que 5 litres au 100, eh bien, j'irai 2 fois plus loin ou je prendrai une deuxième voiture. Il y a eu des progrès considérables en matière de motorisation. Et on se rend compte qu'ils ont été totalement bouffés par tout simplement le fait qu'on a des voitures de plus en plus grosses, ou qu'on a ajouté des gadgets, comme la clim, qui consomment de l'énergie. Donc bien sûr qu'il faut investir dans les économies d'énergie, dans les énergies renouvelables, mais ça ne suffira pas. Et les peuples traditionnels, ils l'ont compris, même s'ils n'ont pas mis ce mot derrière, et même s'il ne s'agit pas d'économie. Hein. Pour eux, c'est vraiment... on connaît les ressources, on sait quelles sont leurs limites, et on agit en fonction de ces limites. Donc pour moi, ce qui est intéressant dans cette décroissance, c'est essayer de connaître les limites, et de le faire de manière collective. Comme dans les peuples traditionnels, c'est une démarche qui va être collective. Bien sûr, il y a des aspects individuels, comment moi, au quotidien, j'essaie d'économiser l'eau, comment je trouve des solutions pour me transporter, pour produire localement, dans mon jardin par exemple. Mais comment on va le faire aussi ensemble, comment on peut, de manière collective, essayer de trouver des solutions. La question du temps est essentielle, parce que c'est sans doute la première fois
dans toute l'histoire de l'humanité où le temps de la nature va plus vite que le temps de l'humanité. C'est-à-dire que quand on se rappelle nos leçons de nos instits, on disait toujours il y a le temps humain qui est un temps rapide et le temps de la nature qui est un temps lent. Eh bien là, les choses s'inversent. Les choses s'inversent. C'est-à-dire qu'on a le feu aux fesses. Et là-dessus, tous les experts sont d'accord. Il nous reste quelques décennies pour pouvoir effectivement amorcer une transition. Sinon, eh bien, je dirais qu'on aura des lendemains particulièrement tristes. Aujourd'hui, à l'échelle planétaire, on a 20% des humains qui s'approprient 86% des ressources. Alors, c'est déjà pas très joli par rapport à nos propres valeurs comme l'égalité et la fraternité, mais finalement, ça ne serait pas forcément si grave si on pouvait avoir l'espoir que le gâteau pourrait grossir démesurément. Et c'est là où on tombe sur le deuxième constat. Si tous les humains devaient partager le mode de vie d'un Français, une seule planète Terre ne suffirait pas. Il en faudrait au minimum 3 ou 4. Donc la question essentielle, ça redevient bien la question du partage. Et je dirais, ce n'est pas simplement d'ailleurs de savoir comment on va partager autrement le gâteau, c'est forcément aussi la question de la recette du gâteau. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on produit pour quel type d'usage? Produire moins, mais produire mieux. Voilà. Donc il y a cette idée de, certes, de moins consommer, de moins produire, mais de privilégier le qualitatif. Et ça, c'est essentiel. Je dirais, la décroissance, ça ne peut pas se limiter à une somme d'interdits qui serait la somme d'interdits du rouge et du vert. Nous voulons essayer de développer une philosophie de vie, et cette philosophie de vie, on pourrait dire qu'aujourd'hui, elle va radicalement à l'encontre de l'idéologie productiviste, donc de cette idéologie de toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus souvent, qui la marque, qui la caractérise. C'est un choix de changement de façon de produire et de consommer qui nous amène à réduire considérablement d'abord le gaspillage et les consommations inutiles. Alors les réserves ou les niches de gaspillage sont fantastiques. En matière d'énergie, par exemple, on pense qu'on pourrait bénéficier des mêmes niveaux de satisfaction en diminuant par 4 nos consommations d'énergie. Si l'on pense, par exemple, que le budget de la publicité, dont la nécessité pour le bonheur de l'humanité n'est pas évidente, sans parler des dépenses militaires, mais le budget de la publicité représente 500 milliards de dollars, ça fait des réserves énormes. Avec la mondialisation, on s'est lancé dans un grand déménagement planétaire qui nous amène à des absurdités au nom de la rationalité économique. Alors les exemples sont innombrables, depuis les crevettes danoises qui vont se faire nettoyer au Maroc et reviennent au Danemark pour être ensachées et dispatchées dans le monde entier, les langoustines écossaises qui sont envoyées en Thaïlande pour être décortiquées et retournées en Écosse, etc. Chaque jour, on a plus de 4000 camions qui franchissent le col du Perthus pour transporter des tomates andalouses en Hollande et des tomates hollandaises faites sous serre en Espagne. Le moteur du système actuellement, c'est la classe moyenne et c'est elle qui devrait faire la décroissance. Bien sûr que les ultra-riches aussi, n'en parlons même pas, mais l'essentiel de la population et qui est en plus concerné par ces thématiques, c'est les gens qui sont dans la classe moyenne, qui nourrissent vraiment ce système. On assiste à une moyennisation de la société. Voilà, on a tous quand même, comme on est dans une société d'opulence, on a tous un peu d'argent. Finalement, des gens vraiment dans la merde en France, économiquement, il n'y en a pas tant que ça parce qu'il y en a plein qui vivent avec les restes des trucs. Du coup, on pourrait tous décroître. Hein. Je ne parle pas des pays du Sud, des types qui sont au Bangladesh ou en Amérique du Sud, etc., qui eux sont vraiment dans la merde. Et c'est pas eux qui font la décroissance. Eux, ils sont dans la merde parce qu'on a fait de la croissance. Et je pense que c'est vraiment de la pure mauvaise foi, de la pure hypocrisie que de dire « Ah mais la décroissance, vous voulez que tout le monde, vous voulez le malheur pour tout le monde, vous voulez la fin du tiers-monde, etc. » C'est vraiment... C'est les puissants, en fait, y compris les puissants de la classe moyenne, hein, les sbires, tu vois, pas forcément les PDG de multinationales, qui veulent pas lâcher un petit peu. Et je dirais que si être décroissant, c'était simplement faire la même chose en moins, ça serait totalement une erreur. Ça serait une erreur parce que très vite, on passerait finalement du politique, du social à une sorte de posture religieuse. Et on finirait par jouer à plus décroissant que moi tu meurs. La Revue Silence a démarré en 1982. C'était à l'époque des étudiants dans les facultés de Lyon qui voulaient faire une revue d'écologie. Donc pour parler d'écologie, mais vraiment écologie radicale, dès le départ, ils ont voulu comme ça. Et donc ça a démarré sans moyens, départ.
c'était ce qui se passait un peu sur Lyon et la région. Puis ça, les thèmes ont quand même accroché pas mal de gens. Et finalement, ça s'est développé sur toute la France. Et puis petit à petit, on était amené à parler de la décroissance, qui est un thème qu'on aborde maintenant très régulièrement. Alors, le premier texte qu'on a publié sur la décroissance, il date de 1993, parce qu'une personne proche de la revue avait lu le livre de Jesco Reagan, et il a voulu en parler. Bon, à l'époque, ça n'a pas eu un écho extraordinaire. Bon, on n'en a pas reparlé pratiquement pendant 9 ans, c'est-à-dire qu'après, ça a recommencé à partir de 2002, donc à peu près au moment de la campagne présidentielle de 2002, parce qu'il y avait un candidat qui essayait de se présenter, qui était Pierre Rabhi, et il y a eu toute une dynamique qui s'est créée à ce moment-là, et le terme de décroissance et le thème de la décroissance est revenu un peu en surface, et nous on a eu beaucoup d'articles et de personnes qui nous ont proposé des articles sur cette réflexion-là, donc à partir de 2002, et depuis, c'est très souvent qu'on fait même la une sur ce thème-là. Il faut arriver à articuler 3 niveaux de résistance. Le premier niveau de résistance, c'est la simplicité volontaire, essayer de vivre au maximum en conformité avec ses valeurs, c'est-à-dire avoir un mode de vie qui ne porte pas préjudice aux plus faibles et ne porte pas préjudice également aux générations futures. Cependant, ça ne suffit pas. Il faut un deuxième niveau qui est celui des expérimentations collectives. C'est-à-dire que c'est toujours par les marges qu'une société évolue. Donc tout ce qui peut se bricoler dans les franges est extraordinaire, qu'il s'agisse des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qu'il s'agisse des coopératives de production, de consommation, d'habitation. Mais là encore, ça ne suffit pas, parce qu'on pourrait autrement aller vers une dualisation de la société. Donc il faut un troisième niveau, c'est celui de l'ébauche, du commencement d'un projet politique. Et ce projet politique de la décroissance, je dirais qu'il doit partir tout d'abord d'un fait simple. On sait que la Terre ne peut pas absorber chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. C'est-à-dire que si on traduit toutes nos activités en équivalent carbone, si on dépasse ce maximum de 3 milliards, on détériore la Terre. Depuis les années 70, nous avons dépassé ce maximum. Nous en sommes aujourd'hui à 6,7 milliards. Prenons au sérieux ce chiffre, 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone pour 6 milliards d'humains. Calculez vite fait, ça donne 500 kilos d'équivalent carbone par personne et par an. Si je dépasse ces 500 kilos, je prends la part des plus faibles ou des générations futures. Et qu'est-ce que c'est 500 kilos? Ça veut dire un vol en avion, aller-retour Paris-New York. C'est 4500 km par an en voiture, c'est le tiers de la fabrication d'une petite bagnole. Donc on prend conscience quand on donne ce chiffre, je dirais qu'il ne s'agit pas simplement de faire la même chose en moins, qu'il s'agit véritablement, je dirais, d'inventer de nouveaux usages. Et ça ne peut passer qu'en sortant totalement de la société de consommation. La décroissance, il faut la qualifier, dire c'est une décroissance économique. Mais la condition de cette décroissance économique, c'est la croissance de beaucoup de choses. Et c'est la croissance des multiples dimensions qui composent notre humanité. C'est la croissance de notre dimension philosophique, c'est la croissance de notre dimension sociale, c'est la croissance des liens sociaux, c'est la croissance de nos dimensions culturelles, philosophiques, spirituelles. Une société se coince à partir du moment où elle ne permet pas en son sein une expérimentation sur une durée significative. Et on en est là. C'est-à-dire que beaucoup d'expériences qui sont intéressantes et qu'il faudrait suivre avec des protocoles expérimentaux très précis, je ne suis pas en train de dire que tout et n'importe quoi sont intéressants, hein, mais à partir de ce moment-là, il faudrait que ces gens-là puissent être exemptés, si tu veux, d'un certain nombre de charges, pas seulement économiques, et qui vont très loin, c'est-à-dire qui vont permettre à la société qui se bloque la possibilité de se dégripper par rapport à ce blocage. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Parce que les vieux schémas mentaux sont là partout, la société en est imprégnée, et on a le plus grand mal, comme dit Serge, à décoloniser notre imaginaire. Réévaluer, ça participe de ce que j'appelle la décolonisation de l'imaginaire. Ça amène à remettre en question les concepts avec lesquels on découpe la réalité, le vécu. Si on remet en question les valeurs et les concepts, bien sûr qu'on est amené à remettre en question aussi les rapports de production. Donc ça nous amène à la fameuse question des changements
de système, sortir du capitalisme, mais ça nous ramène aussi à des problèmes plus techniques comme la reconversion de l'infrastructure industrielle. La restructuration nous amène ipso facto à une redistribution et par conséquent à un rééquilibrage à l'intérieur de chaque société, mais aussi au niveau planétaire, et donc à diminuer pour le Nord notre prélèvement pour permettre aux pays du Sud d'avoir un prélèvement supérieur. L'une des formes les plus efficaces ou les plus immédiates de réalisation de tout cela, c'est certainement la relocalisation. Parce qu'en relocalisant, on restructure en partie, on modifie les choses. Il est certain, par exemple, même au niveau politique, que la démocratie, si elle a un sens, elle est d'abord locale, parce que c'est dans le lieu où on vit qu'on peut faire une politique concrète, qu'on peut décider de son destin, savoir si on va construire des parkings ou des espaces verts, des écoles ou des incinérateurs, etc. Et si nous n'arrivons pas à renouer avec des usages et à redevenir maître de nos usages, il n'y a pas d'issue possible. Et quand on dit ça, ça renvoie à des choses très concrètes. Moi, je crois que sur la question de la gratuité, on a des possibilités extraordinaires de faire avancer. Pourquoi? Parce que déjà, parler de gratuité, ben je dirais que c'est renouer avec une mémoire ancestrale. Et puis parce que la gratuité, on l'expérimente dès la naissance, dans les rapports avec les parents. On l'expérimente durant toute son enfance, dans les rapports avec les copains. On continue à la vivre à l'âge adulte, dans ses engagements citoyens, dans sa vie associative. Mais je dirais qu'il ne s'agit pas de prôner n'importe quelle gratuité. C'est forcément la gratuité du bon usage face au renchérissement de ce qu'on peut considérer être un mésusage. Pourquoi payer le litre d'eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine? Pourquoi payer le même prix le kilowatt d'électricité pour ce que la société considérait être un usage normal et ce qui serait du mésusage? Pourquoi payer les mêmes impôts fonciers pour une résidence principale et une résidence secondaire? C'est-à-dire que ce principe, il peut être généralisé à l'ensemble des services publics, à l'ensemble des biens communs. Et je dirais qu'il montre un chemin. Il rend la parole aux gens. C'est-à-dire qu'il permet de renouer avec du politique. Et en même temps, je dirais que c'est une façon aussi de rendre crédible l'idée d'un revenu universel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des forçats du travail, nous ne sommes pas des forçats de la consommation. Il y a d'autres dimensions de la personnalité. Je dirais des dimensions politiques, des dimensions spirituelles, des dimensions artistiques, amoureuses, qui sont aujourd'hui de plus en plus écrasées. Il faut libérer ça. Et comment le libérer? Sinon en donnant aux individus les moyens, effectivement, d'existence. Mais on ne peut pas donner les moyens d'existence si en même temps, ben je dirais qu'on n'instaure pas des limites. Et ces limites, c'est quoi? Il n'y aura pas de revenu universel s'il n'y a pas en même temps un revenu maximal autorisé. Là où Sarkozy prône le bouclier fiscal, c'est-à-dire au-dessus d'un certain montant, on ne prend rien. À mes yeux, être objecteur de croissance, c'est de dire au-dessus d'un certain montant, on prend tout. C'est-à-dire que c'est vraiment prendre au sérieux cette idée d'égalité. La décroissance, c'est aller chercher de l'humain, de l'interrelationnel, du faire ensemble, des contrats entre individus, et ça peut être jouissif. Alvin Toffler, qui est le plus grand futurologue américain, nous dit que nous sommes à la veille de vivre la deuxième grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. La première révolution serait été le passage du paléolithique au néolithique, sédentarisation, développement de l'agriculture. Et la deuxième révolution qui nous annonce pour demain matin, c'est la disparition du sujet individuel, le moi, au sens freudien. C'est-à-dire que là où jusqu'à présent chacun bricolait plus ou moins avec son identité personnelle, bientôt ça serait fini. C'est-à-dire que notre société a quasiment détruit les identités collectives, et bien bientôt elle en aura aussi fini avec les identités individuelles. Et là, il y a deux lectures possibles. Toffler nous dit c'est parfait, c'est merveilleux,
parce que ça va permettre de développer le commerce des morceaux identitaires. Et interroger le progrès, ça ne veut pas dire revenir en arrière. Ça veut dire peut-être, au contraire, être beaucoup plus moderne, être beaucoup plus civilisé, être beaucoup plus cultivé, parce qu'on contient le progrès, on contient la technique dans une dimension qui reste réellement humaine. Ces gamins qui portent une casquette avec un logo, en réalité, ce qu'ils portent, ce n'est pas un couvre-chef, c'est bien le logo qui va faire partie de leur identité. Je ne sais plus qui je suis, je ne m'aime pas, personne ne m'aime. Mais grâce à ce logo, j'ai finalement une sorte de béquille identitaire. Et je dirais que c'est cette évolution qui est possible. Et c'est peut-être celle-là qui va se réaliser. Mais à mes yeux, elle est inacceptable, parce qu'elle est totalement inhumaine. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nos anciens se définissaient généralement en portant des insignes religieux, nous on portait davantage des insignes politiques. Aujourd'hui, nos gamins ils se définiraient par des marques. C'est-à-dire tout simplement par le plus profane, par le fric, par l'argent, par le paraître. Donc on ne pourra pas sortir de cette logique si nous n'arrivons pas à reconstruire des identités. Et on mesure le bonheur de chacun de nous à l'aune de l'augmentation du produit national brut. Quelle tristesse! Donc comment on peut admettre et accepter une vision aussi triste, aussi enfermante de notre humanité? C'est insupportable. Nous sommes là pour réhabiliter l'homme pluridimensionnel. C'est le fond de notre discours. Il faut avoir peur du nucléaire parce que c'est un sujet qui n'est pas décidé par les citoyens et c'est un sujet confisqué par un lobby au sein de l'État. Et parce que, évidemment, le nucléaire est extrêmement dangereux. Quelques microgrammes de plutonium suffisent pour déclencher un cancer fatal chez l'homme. Et parce que si un accident arrive, les conséquences sont proprement irréversibles. L'exemple de Tchernobyl est très éloquent et gêne l'industrie nucléaire, évidemment, encore aujourd'hui, au moment où on va fêter les 21 ans de la catastrophe. L'EPR est un réacteur exactement comme les autres réacteurs nucléaires qui sont en France. C'est un réacteur à eau sous pression qui est encore plus dangereux même que les autres parce qu'il y aura encore plus de radioactivité contenue dans le cœur de ce réacteur, encore plus de plutonium. Et donc il ne faut surtout pas qu'on en construise un, d'autant plus qu'on a les méthodes et les technologies pour fournir de l'électricité avec les énergies renouvelables et surtout diminuer les consommations d'énergie. On rejoint le combat des décroissants parce que le nucléaire, en fait, c'est tout un modèle productiviste de croissance infinie qui est derrière cette énergie et que, en fait, la meilleure façon d'éviter les accidents et la radioactivité rejetée tous les jours par les centrales, c'est de diminuer les consommations d'énergie. La société de consommation, elle n'a pu se développer que sur la base de la casse des cultures traditionnelles, des cultures populaires, des cultures locales. C'est-à-dire que décroître, ça veut dire renaître avec l'usage, avec le bon usage. Redécouvrir, je dirais, la saveur des choses, savoir quelle est la signification de ce que l'on fait. Et je crois que décroître, ça passe à la fois par des projets, je dirais grandioses, importants, mais aussi par des actes quotidiens, sur des choses essentielles. On ne pourra pas décroître si, par exemple, on n'en finit pas avec le fait d'exclure la mort ou la maladie de la société. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut retrouver de joie de vivre, on ne peut retrouver, je dirais, des repères de sens que si nous avons conscience de notre propre finitude. On a une société qui est basée sur la peur, et dans cette société basée sur la peur, un des grands moments de peur, c'est d'aller affronter sa propre mort. C'est une évidence. Et notre société fuit ce problème, puisqu'encore une fois, 85% des gens viennent nous mourir entre les mains. C'est que les gens ou la société a une réponse pour ne pas l'affronter, pour ne pas en parler, et nous envoie les mains dans le cambouis, seuls au combat face à cette problématique-là. Quand je vois des gens qui ont été capables de se faire des bons souvenirs toute leur vie, et qui savent définir clairement ce qui est un bon souvenir pour eux, et que de fait je constate que c'est des endroits où ils n'ont pas pu utiliser la carte bancaire, que c'est plutôt dans une vie relationnelle, dans tout ce qu'ils ont fait, je me dis qu'il y a certainement une idée de réflexion, parce que les gens capables de se fabriquer de bons souvenirs encore quelques jours avant leur mort sont dans des dynamiques de vie de l'instant présent
qui me semble plus intéressante pour eux. En tous les cas, je les vois aborder la mort de façon beaucoup plus sereine que les autres. On a un réel manque de sens de la vie. Des gens viennent même à dire qu'aujourd'hui, la population n'a plus envie de vivre vraiment. On a à la limite de jouir un moment, de manière très brève, hein, dans des attitudes hédonistes, pas forcément que consuméristes d'ailleurs, mais c'est bon, c'est la jouissance, hop là, c'est la grande fête. Et ça retombe très vite. Et puis le retour de flamme est assez dur en général. C'est d'abord un projet pour redonner du sens à nos vies, hein, mais ça, disons qu'on l'a prêché un peu dans le désert depuis 30 ou 40 ans. Enfin, le premier à l'avoir vraiment prêché systématiquement, c'est Ivan Illich, je crois, dès les années 70. Mais on le retrouve chez Cornelius Castoriadis, chez beaucoup d'autres penseurs, et chez les penseurs critiques de la société de consommation, Marcus, Baudrillard, les situationnistes, bien d'autres. C'est ça, parce qu'en 68, nous étions en plein au cœur des 30 Glorieuses. Et pourquoi on a fait 68 ? On a fait 68 parce que dans cette société de consommation où il n'y avait pas de chômage, où il y avait sécurité sociale, toute la société d'abondance, on disait mais on vit comme des cons. Les gens qui sont sur des peurs le reconnaissent, mais ils n'ont pas de solution. La solution, elle est de travailler ailleurs, et notamment de travailler sur la vie. Parce que quand tu travailles sur la vie, comme par hasard, ça enlève tes peurs. Et le problème, c'est que nos réponses actuellement, elles sont plutôt sur la carte bancaire que sur la vie. Or, quand je parlais de peur, quand je parlais de mort, c'est un de ces lieux où la carte bancaire ne change rien à l'affaire. Et c'est pas par hasard que la société capitaliste, que la société moderne, que la société productiviste a refoulé la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne porte plus le deuil. Résultat, je dirais, on n'arrive pas non plus à faire le deuil. Si l'on veut renouer, je dirais aussi avec le sens des possibles, il faut reprendre totalement conscience de notre caractère mortel et du fait que, je dirais que l'homme n'est grand que dans le respect de ses faiblesses. Chaque fois qu'on s'en prend, soit au plus faible dans la société, soit à la part faible de chacun, le fait d'être malade par exemple, ou nos handicaps, c'est l'humanité tout entière qui passe à la moulinette. Je dirais le tout est possible de Sarkozy pour sa campagne électorale. Il n'y a rien qui soit plus représentatif de l'idéologie même de la société de croissance. Eh bien non, tout n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut rappeler de façon importante cette capacité que nous avons perdue, effectivement, à tout simplement trouver des limites pour trouver un sens.